Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Grand Lac en direct comme un jeudi sur deux dans notre émission Les Murmures du Lac. Aujourd'hui, une émission spéciale sur le thème de la location et ce qu'on peut apprendre de certains dispositifs qui viennent d'être mis à jour cette année. Notre émission aujourd'hui, on a la chance de recevoir une figure emblématique du pays d'Entrelacs. Bonjour, maître Claude Giroux. Bonjour aux auditeurs de Radio Grand Lac. Ravi de vous avoir parmi nous. Donc on ne vous présente plus. Vous avez fait quand même beaucoup pour notre territoire. Bien installé encore aujourd'hui avec plusieurs offices notariales, principalement Entrelacs, l'Écheren, Cuzy et d'autres points. Donc voilà une assise de longue date. Un homme connu et reconnu, un homme du terrain. Merci pour votre présence à nouveau aujourd'hui dans les studios de la radio. Romain, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, un sujet qui vous tenait à cœur. Au 1er mars 2022, on a vu naître une nouvelle législation concernant les locations. Donc on voulait préparer un petit sujet sur ce thème, puisque ça change un petit peu la donne sur quelques points importants. Alors tout d'abord, en petite introduction, on voulait rappeler certaines grandes lignes. La location d'appartements, de maisons est un investissement relativement commun. C'est un investissement parmi les préférés des Français. Un Français sur 4 possède un bien immobilier qu'il loue, donc c'est un sujet qui touche quand même pas mal de monde. On a plusieurs modes de location possibles, meublés, nus. On pourra donner quelques précisions sur ces modes de location. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est tout d'abord comment bien maîtriser sa fiscalité par rapport à aux revenus qu'on peut dégager par rapport à ces locations. Vous voulez un petit peu nous présenter au niveau de la déclaration fiscale, le mot fait peur tout de suite, comment un petit peu l'optimiser, qu'est-ce qu'on peut déduire, etc. Je vous laisse la parole pour nous présenter un petit peu ça. Romain, vous avez bien fait de distinguer les locations vides et les locations meublées. Dans les locations meublées, on pourrait, notamment sur ce territoire aixois, distinguer les locations saisonnières. Aujourd'hui, je souhaitais avec vous mettre l'accent sur les locations vides. Ces locations vides qui sont très fiscalisées. Elles sont très fiscalisées puisque les particuliers qui louent vide, après avoir déduit des charges, impôts, charges de copropriété, assurance, etc., malheureusement sont assujettis à l'impôt sur le revenu plus la CSG, ce qui fait que la fiscalité est relativement lourde. Certains ont fait un choix particulier. Il y a en France 110 000 logements qui sont loués conventionnés avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Et j'ouvre une petite parenthèse. On a de la chance en Savoie d'avoir une Agence nationale d'amélioration de l'habitat qui tient la route, qui est à la disposition des particuliers, comme du reste le syndicat des propriétaires. Je ferme la parenthèse. 110 000 logements en France qui sont donc conventionnés, c'est finalement peu. Et pourquoi ? Purement et simplement parce que cette législation est compliquée. Alors, on l'a d'abord appelée législation Borloo. On l'a ensuite appelée législation COS. Aujourd'hui, les ministres du logement changeant, chaque fois on apprend qu'une législation a été mise en place par le dernier ministre du logement. Cette loi Borloo puis COS était finalement assez positive. Elle permettait aux particuliers qui acceptaient de plafonner un peu leur loyer, de louer à des familles aux revenus plutôt modestes, d'avoir des déductions spécifiques de leurs revenus fonciers qui pouvaient aller de 30 même à 85%. Vous imaginez, vous louez un appartement, vous avez 85% de déduction spécifique, à la sortie, vous payez pas beaucoup d'impôts. Pour tout dire, on n'en paye pratiquement pas. Et c'est donc des avantages qui ont été mis en place et qui permettaient à des familles modestes de louer. Alors, ce régime n'est pas supprimé. Il continue à fonctionner encore pendant
quelques années en fonction des conventions qui ont été signées avec l'ANA pour la durée prévue à l'origine. Par exemple, vous avez signé une convention il y a 1 an pour une durée de 3 ans. Pendant encore 2 ans, elle va s'appliquer. Mais depuis le 1er mars, les pouvoirs publics ont sorti un nouveau texte qui s'appelle LOC Avantage. Nouveau dispositif défiscalisant pour les bailleurs. Moi, je tire la sonnette d'alarme. Pourquoi je tire la sonnette d'alarme ? Parce que ce nouveau régime ne tient pas compte d'une déduction spécifique dans le cadre des revenus fonciers, mais tient compte d'une diminution des impôts. C'est-à-dire que lorsque vous avez calculé les impôts pour l'ensemble de vos revenus, salaire, retraite, BIC, BNC, etc., parce que vous savez bien que en matière fiscale, on manque pas d'imagination. Les initiales permettent de comprendre pour les spécialistes, mais les particuliers ont beaucoup de difficultés. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de déduction spécifique dans le cadre des revenus fonciers, mais une diminution des impôts au niveau global. Et pourquoi je tire la sonnette d'alarme ? Parce que, en apparence, ce changement semble ne pas entraîner beaucoup de modifications, sinon un petit peu plus de complexité pour calculer les impôts. Non pas que ce soit plus difficile, mais parce qu'on a l'habitude de faire certaines choses, comme c'est déjà assez compliqué et qu'il faut modifier, on se tire les cheveux. Mais pourquoi je tire la sonnette d'alarme ? Parce que j'ai l'impression que la déduction d'impôts est plafonné dans le cadre du plafonnement de certains avantages fiscaux à 10 000 euros par an, ce qui est relativement modeste. Et pour le particulier qui a 2 ou 3 appartements qu'il loue, eh bien, avec la déduction spécifique, il avait beaucoup moins de revenus fonciers, donc beaucoup moins d'impôts sur le revenu et de CSG. Mais là, avec cette déduction plafonnée, eh bien, c'est inquiétant. Et si déjà on avait seulement 110 000 logements en France, je dis bien, qui profitaient de cet avantage, j'ai peur que demain, il y en ait encore moins. Simplifier dans tous les domaines, mais dans le domaine fiscal, dans le domaine de la location qui concerne toutes les familles, tous les propriétaires qui louent, je crois que c'est indispensable. Vous souffrez actuellement pour faire votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous faites sans aucun doute quelques erreurs. L'erreur est acceptable. On nous dit oui, c'est vrai, mais si c'était plus simple, on ferait beaucoup moins d'erreurs. Et si vous le voulez bien, Romain, dans quelques minutes, on parlera de cette déclaration d'impôt sur le revenu que l'on fait cette année, et particulièrement de la partie de la déclaration des revenus fonciers. Parce que dans ce domaine, la feuille est souvent criblée d'erreurs. Tout à fait. Alors, je rebondis un petit peu sur ce que vous nous avez expliqué. Un point central également, c'est de mettre le doigt sur le fait que on parle de logements anciens, de logements conventionnés. Pour préciser un petit peu la nature de cette désignation, c'est un aspect gagnant-gagnant. Un propriétaire sait pertinemment que son loyer pourrait être augmenté de manière peut-être significative. Prenons un exemple, au lieu de louer 1 000 euros, vous acceptez d'avoir cette convention. Donc votre loyer est réduit de manière significative, on ne parle pas de 5 ou 10 euros, mais peut-être de 20 à 30 points. Et en contrepartie, vous aviez une facilité fiscale. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas un avantage unique aux propriétaires, mais c'est vraiment un avantage où il y a 3 acteurs finalement. Le propriétaire voit un intérêt direct, le locataire voit une possibilité d'accession à un logement digne, correct, à un prix raisonnable, et puis l'État finalement, puisque on sait que les logements sociaux la liste est longue pour trouver chaussures à son pied, qu'il faut faire pas mal de démarches, que c'est pas évident, surtout sur des secteurs comme les nôtres qui sont en tension. Donc finalement, le privé jouait son rôle un petit peu de tampon en disant je mets à disposition mon logement, j'accepte un loyer plus restreint, mais j'ai un avantage. Et aujourd'hui, comme vous le soulignez, on n'avait pas forcément de limite de montant et on nous impose aujourd'hui un montant qui peut paraître, 10 000 euros, ça peut paraître pour certains beaucoup, mais effectivement, c'est peut-être un seul logement. C'est-à-dire qu'à partir d'un seul logement, on passe du coq à l'âne, quoi. On passait de peu de fiscalité à quelque chose d'assez significatif. Donc finalement, tout le monde est un petit peu perdant. Donc ce qui est intéressant, on n'est pas dans les petits papiers de Bercy, on ne sait pas forcément pourquoi cette décision a été prise. Je pense que vous allez
enquêter là-dessus et peut-être avoir un retour sur la motivation profonde de ces décisions qui paraissent un peu à contre-courant de l'époque. Je me permets de rajouter également qu'on sait que les constructions neuves sont également en souffrance puisque ces dispositifs fiscaux étaient peut-être également moins connus. Vous parlez de 110 000 logements conventionnés, effectivement le chiffre paraît bas, mais également peut-être parce qu'on n'a pas les bonnes informations et comme vous l'avez dit, c'est compliqué de s'y retrouver, il y a beaucoup de formulaires, il y a beaucoup d'infos à retenir et le simple fait peut-être de plus communiquer sur ces dispositifs aurait permis d'augmenter ces logements encadrés, conventionnés. Puisqu'aujourd'hui, on sait bien que ce qui tourne en termes de logements et de plafonds de loyer, c'est plus les dispositifs Pinel, etc., qui, eux, marchent plutôt bien. Mais là, c'est intéressant parce qu'on parle de patrimoine ancien et relativement simple à mettre en place, puisque l'ANA, on l'a contacté, on avait une convention et ça roulait bien. Quel est votre sentiment un petit peu justement sur ce que ça va engendrer comme conséquence ? Est-ce que... Écoutez, moi, je suis persuadé que si l'on veut maintenir ce système qui, comme vous l'avez très bien dit, favorise les locataires et les propriétaires, eh bien, il va falloir prévoir un avenant à cette loi Loc Avantage. Et notamment tenir compte du fait de ce crédit d'impôt plafonné à 10 000 euros, car lorsqu'on dit que le crédit d'impôt est plafonné à 10 000 euros, il comprend également d'autres actions que l'on peut déduire fiscalement, ce qui fait que cette déduction paraît vraiment très 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 modeste et il va falloir modifier. Attendons les prochaines élections législatives. D'après ce qu'on m'a dit, c'est dans quelques semaines. Et à ce moment-là, on aura de nouveaux députés, on pourra les alerter sur cette question pour que le ministère du Logement et le ministère des Finances puissent apporter une modification à cette loi Loc Avantage, parce que, en voulant bien faire, ils n'ont peut-être pas touché toutes les conséquences. Elle rentre en mesure début mars. 1er mars, oui. 1er mars. Donc si un propriétaire bailleur se positionne aujourd'hui, contacte l'ANA, veut conventionner, il sera tributaire de ces nouveaux dispositifs. Tout à fait, tout à fait. Les nouvelles conventions signées avec l'ANA aujourd'hui sont passibles de cette loi Loc Avantage depuis le 1er mars, avec une déduction fiscale qui peut aller de 30 à 60%, mais dans ce cas-là, paraît plafonnée. Alors qu'auparavant, la déduction spécifique n'était absolument pas plafonnée. Petite parenthèse, cette ANA, comment les contacte-t-on on peut se déplacer, j'imagine, via Internet. Alors, vous avez le site de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat sur Internet, où vous avez les bureaux de l'ANA à Chambéry-le-Haut pour tout le département, où l'accueil est de qualité. Voilà, c'est ce que vous soulignez, c'est que c'est une agence plutôt à l'écoute. Voilà. Et alors, en matière de location, je répète toujours qu'il existe dans le département une association dont le coût pour le particulier est gratuit, qui s'appelle l'ADIL et qui informe les locataires et les propriétaires sur toutes les questions qui concernent le logement, en ce qui concerne les travaux, en ce qui concerne les règles à respecter en matière des baux, en ce qui concerne les augmentations de loyer, en ce qui concerne la résiliation des baux. C'est gratuit et vous avez vraiment un accueil exceptionnel. Top. Téléphoniquement, et si votre dossier est compliqué, ils vous reçoivent également. Ils prennent le temps. C'est bon à savoir. Écoutez, on va enchaîner sur une petite coupure musicale et puis on se retrouve pour la deuxième partie où on parlera fiscalité un petit peu plus en profondeur. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour sur les ondes de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie de notre émission, toujours en compagnie de Maître Claude Giroux. Première partie, donc, on a bien abordé le point central qui était la législation, donc qui a évolué au 1er mars 2022, principalement pour les logements conventionnés. Donc, on a un petit peu dubitatif, dira-t-on. On constate que les avantages baissent sur un créneau de logement un peu particulier qui était déjà pas non plus très utilisé, donc ça handicape encore plus un petit peu. Disons que ça n'encourage pas les propriétaires à se positionner sur ce créneau de location. On verra un petit peu sur les semaines qui suivent, effectivement, comme vous le signalez, les législatives arrivent. Peut-être qu'il y aura un réajustement et prendront conscience que c'était pas forcément
très bien encadré, qui avait peut-être mieux à proposer sur ce thème. Le logement, de toute façon, sur les années passées, années à venir, est un enjeu crucial à beaucoup de niveaux. Donc voilà, assez étrange de constater ça. D'une manière plus générale, alors, on est attentif à vos prochains propos. On est tous à l'écoute pour comment optimiser un petit peu justement cette déclaration fiscale. Que peut-on déduire? Comment bien agencer tout ça pour limiter un petit peu justement une fiscalité lourde et pas forcément adaptée sur le logement en général. C'est vrai qu'on est peu informé, on touche notre loyer. Comment on gère-t-on cette phase? Eh bien, Romain, c'est une très bonne question. Car actuellement, beaucoup d'Aixois, beaucoup de propriétaires du territoire aixois font leur déclaration d'impôt sur le revenu. Alors, comme vous le savez, la Savoie, numéro 73. Donc, ça reporte au début juin pour le dépôt de la déclaration. Donc, j'imagine qu'encore certains l'ont pas encore totalement préparée. Et pour ceux qui préparent cette déclaration, la feuille ou l'ordinateur sur la page revenu foncier, c'est un peu compliqué. Il faut être prudent pour ne pas faire d'erreur. Alors, Romain, est-ce que vous acceptez qu'on essaye de remplir une feuille revenu foncier pour un appartement ou 2 appartements qu'on loue? Allons-y. Première partie, c'est les recettes. Alors les recettes, c'est pas trop difficile. C'est les loyers que l'on a touchés. On ne rajoute pas les charges, les provisions sur charges que l'on a touchées. Ensuite, on a tout ce qu'on peut déduire de ces recettes. On appellera ça des dépenses. L'État accepte généreusement, pour vos frais de déplacement, vos frais de papier, etc., de déduire 20 € par logement. Vous voyez quand même que c'est généreux. Ah oui. Parce que si vous arrivez à dépenser seulement 20 € par appartement, c'est que vous êtes un bon Romain. Ensuite, vous pouvez déduire, bien sûr, l'assurance. Vous pouvez déduire les impôts fonciers. Attention aux impôts fonciers. Vous déduisez les impôts fonciers, mais pas les ordures ménagères. Donc, vous enlevez les ordures ménagères. Une autre ligne qui est importante, c'est les frais d'entretien. Vous pouvez déduire les travaux que vous avez faits en matière d'habitation, sauf s'il s'agit de travaux qui ont pour effet d'agrandir la surface du logement. Et à ce moment-là, c'est assimilé à des travaux de construction qui ne sont pas déductibles. Alors vous déduisez les travaux, le plombier qui est venu, l'électricien, la baignoire que l'on a fait changer en douche, la peinture, tous les travaux intérieurs, quels qu'ils soient. Ensuite, vous avez une ligne difficile. S'il s'agit d'une maison, pas de souci, il n'y a rien à mettre. Mais s'il s'agit d'un appartement, vous pouvez déduire les charges de copropriété. Et alors en la matière, c'est le parcours du combattant. Parce que j'imagine que c'est pas toutes les charges. Voilà, j'ai la moitié des particuliers qui mettent les charges de copropriété moins ce qu'ils ont touché en provision des locataires. C'est faux. Vous devez indiquer toutes les charges que vous avez payées, propriétaires ou locatives. Et vous pouvez même rajouter les charges de l'année précédente qui vous ont été précisées par le syndic de la copropriété comme étant dues au 31 décembre 2021. Donc, toutes les charges payées, je les déduis, je tiens absolument pas compte de ce que m'a versé le locataire. Puisque, alors, précision là-dessus, j'imagine que c'est pour cette raison, c'est qu'effectivement, le locataire vous paye des charges, mais le syndic vous adresse l'appel de fonds à vous en tant que propriétaire. Donc, vous avez effectivement payé ces charges de votre poche, elles vous ont été provisionnées, remboursées, mais fiscalement, elles sont quand même dues à votre Voilà. Et alors, la ligne en dessous, je déduis. Ça veut dire que je déduis de ce que j'ai indiqué à la ligne précédente. Les charges locatives indiquées par le syndic. C'est important. Et les charges locatives, qui, d'une part, est le solde positif au 31 décembre. Oui, ça commence à devenir... c'est vraiment compliqué, mais le principe de base, ne tenez pas compte de ce que vous a versé votre locataire. Qu'il ait payé les charges, qu'il les ait pas payées, qu'il en ait payé trop ou pas assez, au niveau fiscal, on n'en tient absolument pas compte. Vous faites le total de ce qui est déductible. Ensuite, vous avez le droit de déduire
les intérêts d'emprunt. Vous avez acheté l'appartement ou vous avez emprunté pour des travaux, vous payez des frais de dossier à votre banquier, à moins qu'il soit généreux, et vous payez des intérêts et l'assurance décès, invalidité, si vous tombez du lit avant la fin du prêt. Eh bien, ces intérêts et ces cotisations d'assurance sont déductibles. Vous arrivez à un résultat que vous allez faire figurer dans votre déclaration fiscale générale au titre des revenus fonciers. Attention, si vous aviez une convention avec l'ANA dont on a parlé tout à l'heure, vous avez le droit de déduire au titre des déductions spécifiques 30 à 85% des revenus, c'est-à-dire les loyers bruts. 30 à 85% des revenus bruts, c'est quand même important. Et vous vous retrouvez en bas, au niveau résultat, avec souvent un résultat négatif et pas d'impôt à payer sur vos revenus fonciers. Voilà le principe général pour remplir une feuille de revenus fonciers, sachant que si vous êtes en société civile, vous avez 2 catégories de société civile, ne confondez pas. Soit vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu, et la déclaration est identique à celle du particulier qui a un appartement. Auparavant, pour le particulier, on avait une feuille bleue. Pour la société civile, on avait une feuille blanche. Mais c'était exactement la même chose au niveau des déclarations. Mais attention, cette société civile peut être assujettie à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est absolument pas un revenu foncier, c'est un bénéfice que vous faites assujetti à l'impôt sur les sociétés. Et là, c'est comme si vous étiez commerçant, artisan, etc. Et vous faites une feuille d'impôt et vous payez l'impôt sur les sociétés avec un impôt supplémentaire si vous prélevez pour mettre dans votre poche une partie des résultats de la société civile. Mais là, on est parti sur quelque chose de compliqué. Restons sur notre feuille classique parce que là, beaucoup de personnes sont concernées, qu'elles soient conventionnées avec l'ANA ou qu'elles soient locataires libres. Et là, j'ai parlé des locations vides. Si on est en location meublée, vous avez encore un régime particulier qui est proche des BIC. Et donc, quand vous louez meublé, c'est pas une feuille de revenus fonciers que vous devez remplir. Pour les particuliers qui n'ont qu'un logement, certains font le choix de l'option générale et ne remplissent pas le détail en question. Et la conclusion, c'est qu'ils peuvent peut-être surpayer probablement quelque chose s'ils avaient mis plus d'attention sur la lecture de ces documents. Alors, en pratique, j'ose le dire, mais au moins la moitié des personnes concernées ont du mal à remplir ces feuilles. Alors, certains font appel à un expert comptable. Il y en a beaucoup sur le territoire aixois qui font très bien leur travail en la matière, mais d'autres le font eux-mêmes personnellement le dimanche matin ou à un autre moment, et malheureusement le font avec des erreurs. Alors, des erreurs qui peuvent être à leur avantage, mais qui peuvent faire l'objet d'un redressement fiscal. Vous savez qu'avec maintenant les redressements fiscaux, on a le droit à l'erreur si manifestement on n'a pas voulu tricher, donc on régularise la situation. Le constat également, c'est que sur sur changement avec Locavantage et cette nouvelle loi, c'est que justement ces propriétaires bailleurs vont sentir la différence dans les années à venir, et peut-être et c'est ça ce qu'on craint un petit peu, vont remettre en question la nature conventionnelle de leur logement, et effet boule de neige, finalement, les loyers encadrés qui profitent à une certaine catégorie, les plus modestes, finalement, à la fin du chemin, c'est eux qui en paieront aussi un petit peu le prix. Donc, encore une fois, pour repointer un petit peu l'importance de ce changement, il est quand même profond, et ça va faire un effet boule de neige, puisque également, j'imagine que les gens depuis 10 ans, 20 ans qui sont dans ce process ont leurs petites habitudes, ont rempli leur formulaire, et là, les chiffres vont évoluer. Et alors, cette situation va aggraver la situation d'aujourd'hui, où déjà, du fait de l'inflation, on a beaucoup moins de particuliers qui achètent un appartement pour louer, pour investir. Donc, si en plus,
les conventionnements ANA ne sont plus intéressants, on aggrave la situation en matière de logement, où la demande de logement locatif public ou privé, la demande est très importante, notamment dans tout le sillon alpin, de Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, sans oublier Entrelacs et Rumilly. Et puis, Jean, je fais une petite parenthèse, un petit peu hors sujet, mais qui est quand même toutefois liée, puisque on a, là, je pense que c'est dans les esprits de chacun, bien compris que le rapport DPE, diagnostic de performance énergétique, lui aussi corse tous ces résultats. Donc, c'est un sujet d'actualité également. Pour rappel, dès cette année 2022, les logements F et G ne peuvent pas augmenter leur loyer. Donc, c'est déjà une petite contrainte qui est imposée. 2025, on le rappelle, les classements G ne pourront plus être loués. Fin 2028, les classements F ne pourront plus être loués. Et 2034, même si l'horizon est relativement lointain, à partir du classement E, également, ces logements ne pourront plus être loués. Donc finalement, c'est un petit peu de double peine en ce moment pour les propriétaires, puisqu'ils doivent à la fois accepter une augmentation de leur fiscalité et doivent impérativement réaliser certains travaux pour voir leur notation correcte et continuer, ne serait-ce qu'à pouvoir le louer, sans parler justement de plafond ou pas. Donc les propriétaires ont intérêt à suivre ça de près, à réagir, anticiper, pour pas être un petit peu au pied du mur et devoir gérer à la fois une imposition qui augmente et des travaux qui seront fatalement nécessaires pour continuer à louer leur logement. Encore une fois, dans ce domaine, l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, peut accorder des subventions pour mettre les appartements aux normes afin qu'ils soient loués décents, et les travaux qui seront exécutés sont déductibles des revenus fonciers, donc de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Voilà donc quelques éléments positifs, mais c'est vrai que la situation mérite aujourd'hui d'être revue au niveau du ministère du Logement. Espérons qu'on ait un ministre du Logement qui soit compétent en matière de logement. On l'espère. Écoutez, merci Maître Claude Giraud pour cette intervention. Donc, rappelez-vous les petits tips donnés par Claude Giraud. L'ANA, consultation humaine et accessible en ligne ou sur site. L'ADIL également, très intéressant, qui vous accompagnera pour pas mal de problématiques sur ces sujets-là. Et vous pouvez toujours nous consulter également pour un accompagnement. J'en profite d'une dernière petite chose pour annoncer à midi une spéciale en direct dans les studios de Radio Grand Lac sur les Tarines en Escapade. Ça sera Sandra et Jean-Pierre aux commandes pour recevoir nos invités sur cette occasion. Donc restez branchés et on vous souhaite une très belle journée sur les ondes de Radio Grand Lac. À très vite.